Si vous n'êtes pas encore vacciné et si vous souhaitez bénéficier du pass sanitaire, vous devrez donc vous faire tester tous les jours, à vos frais. Vous confirmez que le devoir est au-dessus du droit? Non, je pense que l'un ne vit pas sans l'autre. C'est ce que vous avez dit quand même, emmerder les non-vaccinés, on était des sous-citoyens. On a dit aux gens de ne pas venir se faire soigner parce que les urgences étaient saturées, parce que le SAMU était saturé, les gens sont morts chez eux. Donc la surmortalité en France, il y a une bulle de surmortalité, c'est la décision du gouvernement au départ de dire restez à la maison, c'est pas la peine d'aller voir un docteur tant que vous n'êtes pas essoufflé, et quand vous étiez essoufflé, c'était le temps de la réanimation qui était complètement saturé. Mais d'abord, votre réaction au prix Nobel de médecine décerné hier à la Hongroise Katalin Karikó, vice-présidente de BioNTech, et à l'Américain Drew Weissman, professeur de vaccinologie à l'Université de Pennsylvanie, pour leur contribution à la mise au point du vaccin à ARN messager et à la mise au point du vaccin anti-Covid. Saluez-vous ce prix? Est-ce qu'il dit, à une époque où le consentement à la vaccination peut sembler fragilisé, où la suspicion à l'égard des vaccins s'est accrue? Je pense d'abord que c'est une très belle nouvelle et que ces deux chercheurs, Katalin Karikó et Drew Weissman, ont changé la face de l'humanité il y a quelques années, parce que le vaccin ARN messager, tout le monde en doutait. L'ARN, en remplaçant la base spécifique de l'ARN, s'appelle l'uridine, par une pseudo-uridine, l'uridine, c'est ce qui est présent dans l'ARN à la place de la thymidine qui est dans l'ADN. L'uridine, la pseudo-uridine, personne ne savait ce qu'elle faisait en réalité. Ça n'avait pas été évalué. La deuxième chose, c'est que ce morceau-là d'ADN qui va être exprimé par la bactérie, ce morceau-là va être mis dans un plasmide, c'est-à-dire un mini-chromosome qu'on va mettre dans une bactérie qui va cracher l'ARN. Mais théoriquement, on doit, une fois qu'on a produit ça, on doit éliminer le plasmide, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire, et on doit éliminer l'ADN qu'il y avait dans le plasmide. Quand Pfizer a vendu ça, il a dit qu'il existe des traces, des quantités absolument infimes d'ADN dans le vaccin. C'est très important pour une raison, c'est que ce vaccin est encapsulé dans une petite bille de lipides et que cette petite bille de lipides va rentrer dans toutes les cellules. Et que l'ADN dans une cellule, de rajouter de l'ADN étranger dans une cellule, c'est très dangereux parce que c'est comme ça qu'on fait les cancers. Parce que c'est très facile d'intégrer de l'ADN dans un génome. Clarifié. Mais l'ADN, tout le monde sait que si vous faites rentrer de l'ADN dans une cellule, l'ADN peut rentrer dans le noyau. D'accord? Et ça, bien entendu, tant que on considérait que c'était mineur, c'est une chose, mais en réalité, et nous, on l'a fait aussi, on a quantifié l'ADN dans les lots vaccinaux, et il y en a une quantité considérable. C'est-à-dire que ça n'est pas bien purifié. Il y a même le plasmide entier de la bactérie qui est dedans. Donc ce qu'on a injecté ne correspond pas à ce qu'est la loi, ni américaine, ni française, ni européenne. Il n'y a pas, ce qui a été injecté n'était pas pur, n'était pas de l'ARN pur. La deuxième chose qui vient d'être publiée là, dans Nature, qui est une chose très, 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 très intéressante, dont on verra bien ce que ça donne, mais qui rejoindra peut-être votre question, c'est que les pseudo-uridines qu'on a mis à la place des uridines, qui empêchent de dégrader l'ARN, en réalité, on ne savait pas que quand le ribosome, la machine à transformer l'ARN en peptides, de temps en temps, saute les pseudo-uridines. Il les reconnaît pas et il les saute. Et que donc, il y a un certain nombre de protéines qui sont produites par le corps humain quand on lui met de l'ARN vaccinal, qui ne sont pas de la spike, mais qui sont d'autres protéines. Et ce que font ces autres protéines dans le corps, on ne le sait pas. On n'a pas la moindre idée de ce que ça fait. On ne savait même pas que ça existait, jusqu'à ce que ce travail ait été fait par les Chinois il y a un mois. Bon, maintenant, on a 3 ans de recul. On sait qu'on n'a pas d'effet secondaire. Première injection, vous faites injecter une première dose. C'était quel vaccin? Pfizer pour les 3 doses. D'accord. Vous avez eu des effets secondaires au départ ou pas? Première dose, aucun effet secondaire.
Donc deuxième dose, j'ai commencé à ressentir des effets indésirables. J'ai fait la 3e dose et là, ça a été le début de l'enfer pour moi. Ma vie, elle a complètement basculé. Est-ce que avant la 2e dose, est-ce que vous aviez, ou avant la 1re dose, est-ce que vous aviez des problèmes de santé? Aucun. Alors, les médecins, ils pensent au départ que c'est un cancer généralisé. Oui. Et là, on m'annonce que j'ai une encéphalomyélite myalgique. Donc, c'est une maladie neurologique multisystémique qui atteint le système immunitaire, le cerveau et tous les organes. Et c'est une maladie qui est incurable, pour laquelle il n'existe aucun traitement. C'est fou. Il y a énormément de malades en France. On était 250 000 avant les injections Covid. Maintenant, on est plus de 300 000 à être atteints de cette pathologie. Sur Google, j'ai tapé, par exemple, Gourou et Raoult, et j'ai trouvé plus de réponses qu'en tapant Science et Le Pen. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas techniquement, sur les analyses sanguines, avant la première prise, une charge virale très importante. Au bout de 2 jours de prise, une charge virale qui baisse. Donc moi, je regarde les choses de manière factuelle. Je ne suis pas là, et je l'avais dit au tout début, lors de des premières interviews, je suis pas, là pour dire ce traitement marche, un tel n'est pas bien, un tel est formidable. Je dis juste que sur la méthode, le professeur Raoult ne s'est pas trompé. Moi, j'ai des amis en Corée qui ont appliqué cette méthode. C'est-à-dire la Corée, vous voyez bien ce qui se passe. Et j'en parle notamment avec mon amie Brigitte. C'est de dire, en tout cas, sur la méthode, techniquement, il ne s'est pas trompé. On ne peut pas, la loi américaine interdisait de faire un vaccin dans ces conditions s'il existait une alternative. C'est-à-dire qu'il faut plus d'1 an pour faire un vaccin et il faut inclure plus d'1 million de personnes pour voir s'il y a des effets secondaires et pour pouvoir tester les différentes tranches de population, les femmes enceintes, les enfants. Tout ça a été entièrement transgressé parce qu'on a dit il va y avoir, c'est l'épidémie la plus épouvantable de tous les temps, parce qu'il n'y a aucun traitement alternatif, ça fait partie de la loi américaine. Donc ça vous explique conflit qu'il y a autour de l'hydroxychloroquine. Les files ininterrompues de malades devant l'IHU de Marseille en quête du précieux élixir. S'il vous plaît. Combien de malades en France refuseront un vaccin protecteur? Nous n'entendons rien. Combien? Non, mais s'il vous plaît, attendez. Combien de personnes en France refuseront un vaccin protecteur, enfermées dans leurs fausses croyances par les propos ambigus du charlatan de la Canebière? Alors justement, vous avez même une lettre de l'ANSM Oui. qui reconnaît que vos problèmes de santé sont liés au vaccin. Oui. Prochain virus que je vais attraper, je risque, comme je n'ai plus de système immunitaire, je risque de me faire dégrader. Donc mon cœur peut s'arrêter, mon foie peut lâcher, je peux avoir un accident cérébral. En fait, je peux partir de tellement de choses. Là, j'ai le système immunitaire d'une personne qui est atteinte d'un VIH mais qui n'a pas de traitement. Donc si j'attrape une grippe, je peux mourir. Si j'attrape le Covid, je peux mourir. On a 3 ans de recul, on sait qu'on n'a pas d'effet secondaire. Tous vaccinés, tous protégés.